Bienvenue à vous dans ce premier épisode du podcast qui s'appelle donc Manager sans s'épuiser, trouver l'équilibre. Donc c'est un podcast que vous pourrez retrouver donc sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Donc aujourd'hui, je suis avec 3 invités pour cette première édition de podcast. Donc on a avec nous Jean, qui est un ancien DRH et qui a vécu la mauvaise expérience du burn-out dans le cadre de ses anciennes activités. Aujourd'hui, Jean a créé Aritz Médiation. On a aussi donc Alexandra qui est là et Guillaume. Alexandra et Guillaume sont avocats spécialisés en droit du travail. Guillaume, toi, tu as monté le cabinet Essentiel A. Oui. Et Alexandra, donc le cabinet Serdic Légal. Et l'idée, en fait, de ce podcast, c'était de travailler ensemble sur des solutions qu'on pourrait proposer justement à des collaborateurs qui auraient vécu un burn-out ou qui seraient en plein dedans, et de les conseiller en fait sur la partie cadre juridique aussi. Parce que Alexandra, toi, tu as plutôt une spécialisation, on va dire, côté employeur. Ouais, tout à fait. Et Guillaume, pour le coup, toi, plutôt sur la défense, on va dire, du salarié, ou en tout cas du conseil envers le salarié. Oui, salarié cadre surtout, parce que c'est souvent les cadres qui sont victimes de burn-out. Enfin, il n'y a pas que exclusivement, mais c'est beaucoup les cadres. C'est beaucoup les cadres. Bon, bah voilà, du coup, c'est aussi intéressant. Tout à fait. C'est aussi intéressant de le savoir sur quel type de profil peut-être peuvent être composés aussi vos clients. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Et puis Jean, merci d'avoir accepté aussi de parler de ce que toi tu as vécu, parce que c'est pas forcément hyper évident d'en parler même quelques années après. Mais ça peut être intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent d'avoir une autre perspective de ce qui peut se passer après. Donc, merci à tous les 4 d'être présents aujourd'hui. Avec plaisir. Jean, du coup, on va commencer par toi, parce que c'est quand même assez intéressant, nous, de savoir ce qui t'a conduit, en fait, à ce burn-out, surtout sur des types de postes comme tu avais, c'est-à-dire des RH, où on sait que c'est une fonction qui est hyper exposée, mais en même temps, c'est une fonction qu'on voit comme un gardien pour éviter que ça arrive, en tout cas chez les autres. Et est-ce que c'est pas du coup vous qui êtes les plus exposés ? C'est vraiment une question que je me pose, parce que c'est quand même un job qui est hyper sous pression. C'est un job qui est sous pression. Donc j'étais dans une belle PME de 350 collaborateurs sur 4 sites géographiques. Donc je suis resté un peu plus de 10 ans dans cette structure. Oui, on est sous pression. Et je pense que parfois aussi on se met soi-même une pression, puisque la fonction RH, dans RH, il y a le H. Ouais. Et donc, on peut avoir le sentiment d'être un peu responsable à la fois des personnes et puis parfois aussi de leur famille, parce que derrière chaque collaborateur, il y a une famille. Et donc, parfois, à la fois, on peut en effet s'oublier en tant que RH, et en même temps, peut-être avoir des gens dans l'entreprise qui sont moins sensibilisés à ces sujets au travers des RH. Donc c'est vrai que les RH, on est parfois un peu oubliés sur ces sujets-là, mais on va en reparler, et puis tu vas sûrement me poser des questions, mais pour moi, en général, quand on fait un burn-out, l'entreprise est pas le seul sujet, n'est pas la seule responsable. D'ailleurs, j'ai pas d'animosité du tout par rapport à mon ancienne entreprise. Voilà, en général, c'est un ensemble de facteurs qui sont souvent professionnels et personnels. C'est vrai qu'on a tendance, dans les discours qu'on entend et dans les témoignages qu'on peut entendre parfois, d'incriminer beaucoup l'entreprise. C'est important aussi que tu dises que c'est pas entièrement, tu considères que c'est pas entièrement de la faute de ton employeur, parce que c'est souvent des discours qu'on entend. Les entreprises aussi en ont peur de ces témoignages-là. Et ce que je voulais te demander, c'était quoi tes symptômes invisibles à l'époque pour toi, mais avec le recul, où tu te rends compte que c'était vraiment les premiers symptômes de ton burn-out ? Alors les premiers symptômes, c'est pas moi qui les ai vus. Okay. C'est mon épouse. Ouais. Voilà, qui m'a alerté plusieurs fois, à peu près sur une période d'1 an. Ouais. Voilà, elle me trouvait pas toujours cohérent dans les propos que j'utilisais, montait très vite en pression, notamment par rapport à mes enfants. J'ai 3 enfants, donc ils ont peut-être un peu pâti aussi de ça.
Et puis petit à petit, voilà, je commençais à sentir mon corps qui m'envoyait des signaux. Je les ai pas écoutés. Voilà, puis qui plus est, moi je suis fils de militaire, donc un de mes drivers c'est sois fort. Donc voilà, on est un bonhomme, on n'a pas le droit de flancher, et donc calme, en avant, droit. Et le directeur général de mon entreprise m'a alerté une semaine avant que je vrille. Voilà, en me disant Jean, je te sens pas du tout, et je t'invite à prendre des vacances très rapidement. Je dis non, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a, donnez-moi du travail en plus. Ah ouais, c'est fou. Donc en fait, tout le monde dans ton entourage avait vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais toi, tu l'avais pas encore constaté sur le coup, alors que même dans ton cercle privé, on l'a vu, et dans ton cercle pro, finalement, on l'a vu aussi, et toi, t'étais encore dans le rush, quoi. Tout à fait, et puis voilà, j'ai un défaut que peut-être d'autres personnes ont, mais quand on a des gens proches, on les écoute pas toujours. Voilà, donc oui, on a un sentiment dans une période comme ça, non pas qu'on est le meilleur, mais qu'on est puissant, qu'on est en capacité d'engendrer et de faire beaucoup de choses. Donc j'avais lancé plein de projets à titre personnel, d'achat d'une maison avec des travaux, je me déplaçais énormément pour le boulot, etc. Et pour moi, tout allait bien. Et 2 jours après que le directeur général m'ait alerté, dans une gare à 6h du matin, j'ai un éclair qui me traverse tout le corps, qui dure longtemps. Et donc là, je me dis, ok, c'est bon, stop. Et je rappelle le DG en disant, écoutez, on est mardi, vendredi, je coupe tout, et j'arrête. Et quand j'ai tout coupé vendredi, c'est là que je me suis effondré. Dans une gare également, voilà, et j'ai terminé aux urgences. Et là, à ce moment-là, encore une fois, j'étais dans le déni, donc j'ai repris le boulot 15 jours après, ce qui n'était pas la meilleure idée. Et voilà, et oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai bien senti que le directeur général était démuni. Voilà, il savait pas quoi faire, il savait pas comment faire, il savait pas quoi me dire. Et c'était amusant, entre guillemets, comme relation, parce que je le voyais démuni, je savais qu'il voulait faire attention à moi. Bien faire. Bien faire, bon, avec beaucoup de maladresse, mais voilà, ça fait partie du jeu, puis c'est quelqu'un avec qui j'avais une chouette relation. Et voilà, donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas d'animosité par rapport à l'entreprise, et je le dis souvent quand je fais des formations sur des sujets comme ça maintenant. On peut penser que les RH sont pas à la hauteur de ces sujets-là, on peut penser que les directions générales sont pas à la hauteur de ces sujets-là, mais en fait parfois ils sont juste démunis, parce qu'ils savent pas quoi faire. Il peut y avoir un cadre légal, heureusement qu'il existe, il peut y avoir plein de choses qui existent, mais je pense que souvent les gens sont démunis, savent pas quoi faire. Et parfois quand on sait pas quoi faire, on fait pas. On fait pas par peur aussi de peut-être d'empirer les choses, ou justement c'est pour ça que c'est hyper intéressant cet échange qu'on fait aujourd'hui, parce que en tant que RH, ou même s'il n'y a pas de RH sur des plus petites boîtes où c'est le dirigeant directement qui va gérer ces sujets-là, on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire ou pas. On ne sait pas si on a le droit de ne serait-ce que contacter son collab quand il est en arrêt, simplement parce qu'on a envie de prendre de ses nouvelles et qu'on s'en inquiète. Certainement parce que y a pas des gens qui ont des mauvaises intentions partout, comme tu le dis. Si tu t'entendais bien, en tout cas avec ton directeur à l'époque, il avait peut-être aussi envie de savoir si t'allais mieux. Donc est-ce qu'on a le droit déjà de contacter est-ce qu'un dirigeant d'entreprise ou un RH a le droit de contacter son collab ou pas? C'est souvent une question qu'on se pose dans ces cas-là. Alors ça va dépendre aussi des relations, parce que quand la relation est déjà tendue, on voit parfois dans des dossiers, moi je suis côté employeur, donc les salariés qui vont dire j'ai été contacté, harcelé pendant mon arrêt maladie. Donc ça va vraiment dépendre. Il faut envoyer, parfois on envoie une personne avec qui le salarié se sent bien. Ce ne sera pas forcément déjà le manager avec qui ça ne va pas, ou des collègues par qui le salarié pourrait se sentir agressé. Donc moi je vais conseiller quand même, parce que effectivement, parfois on veut prendre des nouvelles, de faire téléphoner un collègue qui est aussi en accord avec la direction, avec qui le salarié s'entend bien pour qu'il ne se sente pas agressé ou harcelé. Parce que c'est vrai qu'après, ça peut se retourner contre l'employeur.
Après, ce sont juste... Oui, en fait, c'est la difficulté, parce que moi, je vois plus de salariés, et c'est vrai que quand ils sont en situation de burn-out, ils n'ont pas forcément le recul que tu as, Jean. Eux, ils sont dans leur vécu, ils sont en souffrance, et dans un premier temps, ils ont peut-être cette facilité, alors je dis facilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais de considérer que c'est l'employeur qui est responsable de tout. C'est-à-dire que s'ils sont dans cet état-là, c'est à cause de l'employeur. Donc après, c'est aussi un travail de l'avocat, quand on accompagne les salariés, de peut-être et ça les aide d'ailleurs, de leur dire que c'est pas forcément que l'employeur. L'employeur, il est peut-être responsable d'une partie, il n'a peut-être pas su quoi faire non plus. Et c'est vrai que quand il a cet appel du RH, du DRH ou d'un collègue, lui, il le voit comme une intrusion et comme une agression. Et ce qui fait que ça renforce encore plus son burn-out. Et c'est vrai que souvent, on a des salariés qui nous appellent en colère, en disant, mais qui me foutent la paix, je suis pas bien, je suis harcelé, et là, alors que je suis en arrêt maladie, et ben en fait, mon employeur, il essaye de me contacter, et en fait, ils savent, un peu comme l'entreprise, ils ne savent pas comment réagir. Et en réalité, c'est peut-être un appel bienveillant, c'est souvent d'ailleurs un appel bienveillant, mais ils ne le voient pas de cette manière. Et c'est vrai que... en tout cas, en ayant discuté avec des gens qui ont vécu le burn-out, moi-même, je l'ai vécu aussi il y a quelques années. Il y a ce côté aussi dans le burn-out, je trouve, qui est assez oppressant mentalement, c'est que tu es en alerte tout le temps. Moi, je me rappelle que je me levais le matin, j'étais déjà angoissée, en fait, à l'idée de potentiellement recevoir un mail, soit de mon patron directement, soit d'anciens salariés qui pourtant étaient des gens que j'appréciais beaucoup, mais c'est vrai que j'avais besoin de couper complètement, et ce qui fait que je pense qu'effectivement, j'aurais été aussi, à mon avis, sur la défensive si on m'avait contacté, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de recul. Et il y a autre chose aussi que tu disais tout à l'heure, Jean, sur le fait que t'as vécu comme un éclair qui est passé à travers, en plein milieu d'une gare. C'est souvent comme ça aussi que ça se passe, le burn-out, c'est un point de rupture, où on se rend pas forcément compte qu'on est dedans avant, et à un moment donné, soit tu sais plus te lever le matin, soit t'es juste bloqué physiquement, tu sais plus rentrer dans le train, et généralement, malheureusement, c'est un peu déjà trop tard quand t'arrives à ce point-là, parce que t'as voulu forcer finalement, et 15 jours après, comme tu disais, reprendre le boulot. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup après pour toi quand t'as repris 15 jours après ça? Alors, on avait un comité de direction à Lyon auquel j'ai été, et au moment de rentrer dans la salle, impossible de rentrer dans la salle. Okay. Impossible de rentrer dans la salle, j'ai été me cacher sous un bureau parce que je voulais pas qu'on me voie dans cet état. Là, le DG est venu me voir, il savait pas quoi faire, alors il m'a proposé un thé. Voilà, et je savais que c'était une intention sympa. Je suis rentré à Lille avec de grandes difficultés parce que j'habite Lille. Ouais. Et à ce moment-là, 2 mois dans ma chambre. Très très compliqué d'en sortir, même pour descendre, pour aller déjeuner, dîner avec les enfants, avec mon épouse. Et puis à peu près 2 ans où très compliqué de prendre un train, un bus. Aujourd'hui, je suis plus capable d'aller dans des environnements où il y a de la musique forte. Okay. C'est pas possible. Je sais qu'il y a un avant et un après. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Quand j'ai fait mon burn-out, une personne m'avait dit « Tu verras, un jour, ça sera fécond ». C'est très très difficile à entendre à ce moment-là, puis en fait, on n'y croit pas. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Voilà. 1, je vis avec. Et 2, c'était fécond. Ne serait-ce par rapport à ma famille. Voilà, je voyais pas ma famille, je voyais pas mes enfants. Aujourd'hui, je les emmène à l'école, je vais les chercher régulièrement. Et voilà, je suis différent avec eux, dans le sens aussi où quand je rentrais avant à la maison, en fait, dans ma tête, j'avais du boulot. Ouais. Donc j'étais pas avec eux, je les écoutais pas, voilà. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est fécond. Et est-ce que tu sais identifier les causes qui t'ont mené à faire un burn-out quand même aussi impressionnant dans comment il s'est exprimé en fait? Les causes, premièrement dans l'entreprise, je pense que je me suis confié à moi-même une mission de sauveur. Ouais. C'est-à-dire que le Covid, je l'ai trouvé très compliqué en tant que DRH à gérer. Oui. Et à ce moment-là, je voulais tout faire pour que les collaborateurs soient bien. On avait en plus des décisions pas évidentes à prendre. Et donc, je me suis mis une charge sur l'épaule. J'ai pris beaucoup de singes
de la part de collaborateurs. J'ai pas su gérer cette prise de distance. Ok. Et puis un bagage familial peut-être un petit peu lourd, et puis beaucoup de choses que j'avais lancées, et c'était trop. Ça a vraiment été une accumulation de travail et de pression que tu t'es mis Ouais. sur ton poste, en tout cas, à ce moment-là, quoi. Ouais, exactement. Et puis j'étais un peu aussi trop dans le sport à ce moment-là. Enfin voilà, tout un ensemble de choses. Ouais, t'as été dans un côté intense sur tous les points, avec d'un point de vue perso, t'achètes une maison, tu dois faire des travaux. Sur le taf, tu te mets une pression aussi monstre là-dessus, et aussi toi individuellement, performance. Fallait Ouais. être performant sur tous les points en fait. Et puis la gestion d'une succession compliquée, Ok. qui m'a donné envie quelque temps après de faire de la médiation. Ouais. Voilà, puisque cette succession était irrationnelle au possible. Bah c'est bien qu'on en parle, on va en parler après, justement, de l'après-burnout pour toi et tout ce que ça t'a apporté finalement aussi de positif après, parce que ça, faut aussi le dire, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du cadre légal. Est-ce que, Guillaume, toi qui es souvent aux côtés des collaborateurs qui passent par cette difficulté qu'est le burn-out, qu'est-ce qu'il peut faire le salarié pour l'après, ou en tout cas quand il est vraiment dans la vague, de vouloir se protéger? Ouais, je vais répondre à la question, mais je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Jean. Ouais. Parce que je pense que c'est important aussi de mettre le mot, enfin, vous l'avez utilisé, c'est le mot performance. Ouais. Et je pense que dans beaucoup de burn-out, je trouve qu'il y a ce culte de la performance, Mhm. ce culte du résultat, c'est-à-dire qu'il faut être performant, obtenir un résultat, ce qui fait en fait, on se met une pression qui n'est pas forcément légitime, qui n'est pas forcément juste, et c'est, à mon avis, ce qui conduit au burn-out. Et je pense qu'on est un peu en train de changer là-dessus dans la société, mais pendant longtemps, le burn-out, c'était le faible. C'est un gars ou une personne qui n'est pas en capacité de travailler, qui finalement n'est pas à la hauteur, qui ne sait pas prendre la charge de son poste. Et c'est un peu en train de changer, mais maintenant, on s'aperçoit, et heureusement d'ailleurs, que ça arrive aux personnes qui sont au contraire performantes, très performantes, et qui veulent aller au-delà de leur propre performance. Ouais, En les fait, plus investis, en fait. Exactement. Et de ce que tu racontes, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Tu étais toujours dans la recherche de la performance, du résultat, et ce qui fait qu'à un moment, bah, c'est pas possible. On n'est pas des Superman, on n'est pas comme, enfin, voilà, c'était un peu la réflexion que j'avais par rapport à tes propos, en fait. Ouais, je partage. Tu l'es toujours aujourd'hui dans la performance comme ça? Non, je pense pas. Non? Puis le plafond de la performance, en fait, on le monte, on le monte, on le monte. Non, je pense pas. Après, voilà, j'ai monté ma structure, on en parlera peut-être. Ouais. Donc on a d'autres sujets liés à la performance, mais je gagne beaucoup moins bien ma vie qu'avant. Mais c'est ok. C'est ok. J'ai gagné beaucoup de choses à côté. Et donc ce culte de la performance, je pense plus que je l'ai. Ok. Ça, c'est une crainte d'ailleurs que j'ai souvent de la part des salariés, c'est la perte de rémunération. Parce qu'ils disent, Ouais. si j'arrête, en fait, je vais perdre ma rémunération, Ouais. je vais perdre mon niveau de vie, ça va impacter ma famille, ça va impacter mes enfants. Et ce qui fait que c'est souvent quelque chose qui les maintient dans le burn-out et qui les pousse encore plus à rester à ce niveau. En fait. Bah, tu te crées des angoisses supplémentaires en plus à ce niveau-là, c'est que tu te dis ok, je suis pas bien, je suis pas bien dans ce que je fais, dans ce que je suis aujourd'hui, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je m'arrête? Bah, c'est une crainte qui est légitime, alors que bah, quand tu es salarié, tu cotises déjà à la sécurité sociale qui va prendre en charge ton arrêt. Dites-moi si, Non, tu as raison, ouais, tout à si je fait. me trompe, hein, mais De toute façon, qui on va en parlera prendre en tout à l'heure, charge. mais, Et il y a les systèmes aussi de prévoyance. il y a la prévoyance. Il y a la sur les prévoyance entreprises. aussi qui est mise en place par les entreprises et pour lesquelles aussi bah, tu payes une partie en tant que salarié tous les mois. Et cette prévoyance, elle vient justement prendre le relais. Après, bon, c'est souvent à l'employeur de gérer ces demandes, je crois, d'indemnisation de la prévoyance. Mais il y a plein de choses qui existent et après, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'était de lâcher prise. Ouais, et ça, alors si je peux me permettre, c'est de conseiller un bouquin, parce que pareil, moi, j'étais aussi un peu dans dans nos métiers, on peut être aussi sur la performance. En plus, on est sur des résultats qui sont totalement aléatoires et qui ne nous appartiennent pas.
quand on remet un dossier à un juge. Enfin bref. Et il y a un bouquin qui, moi, m'a vraiment aidé, c'est l'apprentissage de l'imperfection. Okay. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais je pense qu'avec Google, on le retrouve facilement. Ouais, je mettrai les références dans la description de l'épisode, juste en bas, si les gens veulent les retrouver. Et justement, il parle de ce lâcher-prise par rapport à la performance. Enfin, moi, je sais que ça m'avait vraiment aidé. Après, je vais revenir peut-être sur ta question, sauf si vous voulez. Si je suis allé un peu ailleurs, mais... Un micro point sur ce que vous venez de dire. On est très gâtés en France. On est très bien protégés. Moi, j'ai du mal avec les gens qui se plaignent de tout ça. Sans la sécu, sans la prévoyance, je pense que notre situation familiale n'aurait pas été la même. Aujourd'hui, notre train de vie et tout ce qu'on fait a beaucoup changé. Mais c'est un deal avec mon épouse. Et ça, c'était important. Et quand mon épouse m'a dit « c'est ok, c'est pas grave », ça libère. Ouais, et alors si je peux peut-être prendre ce sujet-là parce que effectivement moi c'est ce que je te laisserai Alexandra peut-être rappeler les règles etc. Pas de problème. Juste dire les difficultés et ça peut peut-être aider d'ailleurs des entreprises, des salariés par rapport à ça, parce qu'en fait la prévoyance c'est un contrat entre l'entreprise et l'assurance et souvent il y a un décalage entre la prise en charge de la prévoyance des salaires manquants. S'il n'y a pas de maintien de salaire de l'entreprise, il y en a des salariés qui se retrouvent sans salaire, avec une perte, une décote importante, une prévoyance qui est en retard, ou même des fois c'est juste des problèmes de papiers qui ne sont pas transmis. Bien sûr. Parce que l'assurance veut des papiers, etc. Et on se retrouve dans une situation où on a des salariés qui ont une prévoyance, mais qui n'est pas activée. Qui n'est pas activée, et ils ne peuvent pas appeler la prévoyance parce que le contrat les lie à l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit répondre. Et ça renforce encore plus le côté burn-out, harcèlement. Ouais. Je pense que si les entreprises, on peut au moins leur donner un conseil, c'est faire en sorte que la prévoyance, elle arrive vite et sans démarches administratives supplémentaires. Voilà. Après, je te laisse peut-être voir, Alexandra, dire toutes les obligations légales de l'entreprise. Oui, effectivement, les obligations légales, c'est vrai qu'avec le burn-out, on est au cœur d'une obligation fondamentale de l'employeur qui est l'obligation de sécurité. Oui. Et en application de cette obligation, il y a une obligation de prendre tout ce qui est mesures de prévention. Et dans les mesures de prévention, quand on parle du burn-out, c'est vrai que moi j'ai le sentiment, d'après les dossiers que je peux avoir à traiter, qu'on est sur un problème d'organisation du travail. On est sur quelque chose de plus profond, parce que quand on est sur de la surcharge des relations toxiques, parce que les deux grands thèmes que je retrouve, moi, c'est ça. Soit la surcharge de travail, donc liée peut-être au syndrome du sauveur de l'entreprise, quand on est dans des postes à responsabilité, mais aussi, parfois, on parlait des cadres. C'est vrai qu'il y a des cadres, mais il y a aussi des salariés non cadres où je vois des dossiers. Et là, c'est plus lié à des relations toxiques entre collègues. Et donc, c'est vrai que j'en reparlais avec Clara. Je me dis, mais quelle mesure ? Parce qu'on a l'impression que quand on arrive, il est déjà trop tard. Donc, quelle mesure de prévention ? Et j'ai vraiment le sentiment que c'est au moment de la mise en place même de l'organisation du travail, donc au moment aussi où on fait le document unique d'évaluation des risques, parce que ça fait partie, c'est vraiment le document important quand on met en œuvre l'obligation de sécurité. Donc, c'est là qu'il faudrait agir vraiment aux racines. Donc, voilà, ça, c'est l'obligation générale de l'employeur. Et s'il manque à cette obligation, il y a toute une cascade d'effets juridiques, de conséquences. Bon, déjà, le salarié en burn-out, qu'est-ce qu'il va faire la plupart du temps ? Conseillé par un avocat, bien évidemment, parce que c'est le premier refuge et c'est normal. Il va déclarer une maladie professionnelle. Oui. Cette déclaration, cette reconnaissance, après si la maladie est reconnue, va conduire à une augmentation de la cotisation, donc pour les entreprises qui ont une tarification individuelle, bien sûr, de plus de 150 salariés, mais une augmentation de la cotisation. Donc ça, plus les arrêts sont longs, s'il y a des rentes, des choses comme ça, le coût déjà est important. Donc souvent, les entreprises vont vouloir contester. Donc là, on est dans un premier conflit avec la CPM, de contester, parce qu'on parlait justement, Jean, quand tu parlais de toutes ces causes personnelles, ça me fait penser à beaucoup de dossiers où les employeurs sont sur la défensive, ils ne comprennent pas. Parce que comme le salarié, souvent, n'alerte pas en amont, il se retrouve avec le problème, ils vont dire « Oui, mais il avait plein de problèmes perso, elle a divorcé, son enfant est malade. » Et dans les contestations, on va se retrouver avec ça, le plus souvent. Et là, les comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles, parce qu'il y a ces comités qui interviennent dans la reconnaissance, très souvent, moi, côté employeur, je le vois, ils ne prennent pas en compte. Parce que eux, pour le lien direct, on parlait de lien direct et essentiel, très souvent, malgré ces facteurs perso, ils vont reconnaître la maladie. Bon, déjà, on a ce premier aspect-là, donc la maladie professionnelle, augmentation des cotisations. Après, vous avez le pan conseil de prud'homme. Guillaume, tu dois voir, j'imagine que
quoique toi, tu n'es pas trop dans l'attaque de ce que j'ai compris, plus dans la négo. J'essaie d'éviter, Mais c'est vrai que souvent, les avocats salariés, pour avoir du levier dans les négos, ils vont d'abord y aller à fond. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils négocient pas avant, mais ils vont y aller à fond sur « vous avez fait ci, vous avez fait ça ». Donc là, c'est manquement à obligation de sécurité. Du coup, ce que ça fait, c'est demande de dommages d'intérêt, mais aussi... Si le salarié est déclaré inapte, parce que ça c'est une possibilité, il est tellement pas bien, il repasse devant le médecin du travail, il se fait déclarer inapte, et si le salarié démontre que l'inaptitude est liée au manquement de l'employeur, donc le manquement de l'employeur et l'obligation de sécurité, c'est quoi ? C'est de n'avoir pas mis en place les mesures de prévention. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à le démontrer. Comment montrer que j'ai mis la mesure de prévention adéquate ? Ouais, c'est vrai que c'est tout un sujet, et ça c'est quelque chose qui, pour le coup... nécessite d'être travaillé, mais comme tu dis, en prévention. Il y a évidemment toute la prévention juridique dont tu as parlé, avec le document unique, etc. Mais en fait, le cadre de travail, qui doit être travaillé en amont, ça c'est sûr, mais ce cadre de travail, il peut bouger dans le temps. On l'a vu, il y a eu des modalités qui ont vraiment changé dans le travail, ne serait-ce qu'avec le Covid, avec le télétravail. Maintenant, manager à distance, c'est compliqué. Créer des relations au travail, c'est compliqué. Il y a potentiellement parfois des sentiments d'isolement, ou au contraire, il y a de la tension qui se crée parce qu'on revient sur le télétravail alors que c'était un droit qui était gros acquis, sujet en etc. ce moment. Oui. Toutes ces choses-là, c'est un cadre de travail qui va bouger avec le temps, mais c'est pas grave, c'est OK qu'un cadre de travail bouge, parce qu'en fait, ça doit s'accompagner de la dynamique de l'entreprise. L'entreprise, elle peut grandir en taille de salariés, elle peut avoir plus de clients, donc devoir produire plus. Mais l'idée, c'est d'accompagner ces changements de cadre et d'avoir toujours une marque employeur qui soit assez forte pour pouvoir justement passer à travers les vagues. Et ça passe évidemment par du conseil qu'on peut récupérer de la part de son conseil juridique, qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Ça passe aussi par des organismes de formation qui vont peut-être venir travailler sur la partie formation manager, travail sur la marque employeur, comment on fait pour fidéliser ses collabs aussi en interne. Et je pense que tout ça, peut-être que ça pourrait justifier aussi, ou faire partie des éléments qui diraient que une entreprise n'a pas manqué justement à son devoir de sécurité, de dire que moi je fais de la formation en interne, je forme mes managers justement sur les sujets de burn-out, j'essaye de mettre en place des ateliers à destination de mes salariés pour mieux vivre au travail et faire redescendre la pression. Peut-être que ça peut être des éléments aussi qui, non seulement, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire le faire en se disant comme ça, j'aurai pas de problème, c'est le faire pour pas que ça arrive, faire de la prévention au maximum, et surtout se dire que, en fait, plus tard, si malheureusement j'ai quand même des cas de burn-out ou ce genre de choses, je sais que ma responsabilité n'est pas forcément à 100%. Elle est amoindrie, mais d'ailleurs, en parallèle, le risque pénal maintenant est éteint un peu comme ça par les entreprises. C'est-à-dire qu'en amont, et d'ailleurs on regarde en amont quelles actions vous avez mis en place pour éviter telle ou telle situation. Après, ce que je remarque quand même, c'est que les entreprises, il y a beaucoup de volonté, mais derrière, il y a un peu d'action. Enfin, je suis désolé, mais je prends un exemple tout simple. Il y a des entretiens obligatoires tous les ans avec les collaborateurs. Ces entretiens-là, dans la majorité des cas que je vois, c'est un truc qui est en 5 minutes au bout d'une table. Et en réalité, il n'y a pas des vraies questions sur comment va le collaborateur. Le cadre, il n'est pas mis non plus, parce que généralement, on l'a avec le manager, avec qui on n'ose pas trop dire. En fait, ça ne va pas en ce moment. C'est trop compliqué. La communication entre nous n'est pas bonne. Je travaille trop. Et quelque part, travailler trop, ça peut être aussi un aveu de faiblesse. Ça veut dire, je ne suis pas en mesure de faire ce que tu me demandes dans le temps imparti. Et je me dis que si, c'est un peu sévère ou peut-être un peu facile de ma part, mais si l'entreprise a une vraie volonté de mettre en place des actions de prévention, elle pourrait le faire. Et en plus, il y a de plus en plus d'organismes de formation, d'aide qui se développent et qui sont efficaces. D'ailleurs, je pense qu'il faut faire attention et aller chercher, comme ce que vous faites d'ailleurs, à quelque chose d'efficace. Il ne faut pas juste j'achète les services d'une entreprise qui va me labelliser quelque chose. Regardez, j'ai fait appel à telle société et en fait, je suis propre parce que telle société, elle fait quand même bien son travail. Alors qu'en réalité, la société, elle est juste venue, elle a interrogé 2-3 personnes et puis c'est tout, quoi. Je pense que il manque un peu quelque part de courage, de volonté
d'aider. Après, t'en as non, mais justement, moi j'allais dire que vraiment ce qui sauverait, parce que c'est compliqué, hein, même si on démontre, on a mis en œuvre telle et telle mesure pour convaincre les juges, parce que comme tu dis, il ne faut pas que ce soit juste en prévision de je fais appel à telle boîte, je mets ça en place. Mais en gros, la solution, et on en avait parlé là au colloque à Lille avec le professeur Verquin, ce serait effectivement de mettre la prévention au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est ce qu'il disait. Parce que là, ça va se démontrer facilement. Parce que déjà, ce sera dans toute la documentation officielle. Et en fait, si on est guidé par ça, donc il y aurait... C'est normal, la rentabilité, ça c'est normal, les résultats. Mais avec en parallèle cette prévention, là, ce sera... facile, parce que ce sera vraiment au cœur de la stratégie. Et là, on serait sur effectivement, parce que du coup, ce que tu disais, vraiment l'effort, donc faut le mettre déjà à la base, au sommet des gens qui prennent les décisions, leur faire comprendre à quel point c'est important, à quel point, en plus, ils vont faire des économies par rapport à la longueur des arrêts. Pas seulement, donc, on a parlé du coût sécurité sociale, mais après... c'est compliqué, on parlait de joindre le salarié en arrêt maladie, mais quand c'est un salarié clé, c'est bien embêtant d'avoir un salarié clé en arrêt maladie pendant des semaines. C'est pour ça, même par rapport au fait de le contacter, il y a aussi l'obligation de loyauté du salarié, s'il a des informations importantes, de pouvoir les transmettre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a plein de choses qui se posent, qui compliquent après la vie des entreprises et qui pourraient être évitées si vraiment elles mettaient... Et puis, c'est le meilleur moyen de défense en cas de contentieux. De toute façon, si on arrive à démontrer que c'est vraiment un sujet important qui est au cœur de la stratégie de l'entreprise, là, vraiment, on a un dossier solide. Et j'irai même plus loin, je crois qu'il n'y aura même pas de prud'homme. Voilà, en plus, voilà, tout à fait. Sauf mauvaise foi, ça peut arriver, ça mais voilà. Et sur lequel, justement, c'est intéressant qu'on parle des prud'hommes aujourd'hui, parce que y a aussi énormément de salariés qui vivent le burn-out, qui sont complètement découragés aussi, avant même de commencer une procédure, quand on voit le temps de traitement maintenant d'un dossier au prud'homme. C'est aujourd'hui, finalement, l'idée, ça va être de plutôt l'éviter au maximum, parce que même mentalement, en fait, tu passes encore 3 ans, 4 ans, la tête dedans, où tu passes pas à autre chose, où tu es en attente aussi de résultats, tu es en attente d'une décision de justice qui va confirmer ou pas l'état dans lequel tu te trouves mais 3 ou 4 ans auparavant. Comment tu fais pour tourner la page, en fait, quand tu as des temps de traitement des dossiers qui sont aussi longs? Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est toi, en fait. Là, tu me lances sur un sujet. J'espère que vous avez du temps, parce que je vais essayer d'être synthétique. De le faire rapidement pour passer. En gros, les prud'hommes, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que c'est très long. Généralement, c'est 3 ou 4 ans. La deuxième chose, c'est que les prud'hommes, ils détestent le burn-out et le harcèlement moral. Ah ouais? Ils détestent ça. Ils ne savent pas l'appréhender. C'est des dossiers qui sont extrêmement denses, extrêmement techniques. Et ce qui fait qu'ils ont plutôt une position de rejet. Ce qui veut dire qu'il faut aller en appel, où on a une autre position. Et là, c'est là où ça dure 3 ou 4 ans. La première chose que je dirais à un salarié qui va aller au prud'homme, c'est qu'il part au combat. Et en plus, ce qui me gêne, moi, par rapport à ça, c'est qu'on va renforcer le salarié dans sa position. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il est en burn-out, il dit que c'est à cause de l'entreprise. Et si on va au prud'homme, en fait, on va monter un dossier qui va justement renforcer le fait que tout ce qui lui arrive, c'est à cause de l'entreprise. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, on va régir, je vais essayer d'être court, mais on va régir une difficulté qui est d'abord humaine, parce que c'est des relations humaines, avec des règles juridiques qui ne sont pas du tout en adéquation par rapport au litige. Et c'est pour ça que, je ne veux pas partir des heures là-dessus, mais je pense que ce que tu fais là, d'être médiateur, pour moi, c'est la meilleure solution pour régler un litige. On règle vraiment le litige. On ne va pas chercher des problèmes juridiques qui ne sont pas en lien avec le litige. On rend acteur la personne. Le salarié, il est acteur dans le règlement de son litige. C'est énorme. Plutôt que de confier ça à un tiers qui est un juge qui a ses propres difficultés, a peu de temps et peu de moyens. Et bénévole, sauf erreur. Ils sont, alors, c'est bénévole, c'est payé par la société. D'accord. Il y a tout un mécanisme d'indemnisation. C'est pendant leur temps de travail qui sont juges au conseil de prud'homme. Et derrière, souvent, on a ce qu'on appelle des accords gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un perdant et un gagnant. C'est quand il y a un accord, quand il y a une médiation, les deux sortent gagnants. Et ça, c'est énorme et ça n'arrive jamais au prud'homme.
Et derrière, ça, je terminerai là-dessus. Je sais pas, Alexandra, tu vas sans doute réagir, mais j'ai souvent cette expérience. On engage des actions au prud'homme, on appelle au bout de 3 ans, on appelle le salarié, on lui dit monsieur, ou madame, vous avez gagné, vous avez le droit à tant. Et la première réaction qu'il y a, c'est ah. Ah ouais. Ah, parce que c'est pas ça qu'ils attendent. C'est pas de l'argent et c'est pas 4 ans de procédure. Ben non, clairement, parce que comme on le disait, en fait, tu restes dedans. Comment tu fais pour passer à autre chose si tu as toujours ce truc dans ta tête qui traîne, sur lequel tu dois encore aller chercher des infos, sur lequel, en fait, finalement, tu dois constituer le dossier, ça doit prendre du temps, et puis après, une fois qu'il est constitué, ben, t'es juste dans l'attente d'avoir des nouvelles qui n'arrivent pas, et c'est long, et puis oui, ok, tu vas peut-être percevoir de l'argent, etc. à la fin, et c'est pas négligeable, et il y en a qui ont besoin d'avoir réparation, ou qu'on constate en fait qu'effectivement il y a eu des erreurs qui ont été faites ou des manquements et que la personne est victime, faut le dire, pour pouvoir avancer, et ça c'est quelque chose qui est entendable, complètement entendable. Il y en a qui attendent 3 ou 4 ans avant de tourner la page. Ouais, c'est ça. Parce que ça leur est impossible. Mais alors, moi, j'ai un exemple pire. C'est un dossier que je suis depuis donc, reconnaissance de maladie pro en 2015. Oui. Donc là, je suis en pourvoi devant la Cour de cassation. Donc on a contesté l'arrêt, c'était faute inexcusable. Donc on a contesté l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui a reconnu la faute inexcusable. Et donc là, en parallèle, la Cour d'appel, enfin moi je suis en pourvoi, mais la Cour d'appel a désigné un expert qui n'a toujours pas statué, donc c'est renvoyé. Donc imaginez, et je pense à cette dame, moi je suis côté employeur, mais qui vient à chaque fois aux audiences et qui pleure. Et je me dis, mais c'est vrai, est-ce que c'était le bon conseil 2015. de ne pas... Enfin, on n'a jamais réussi à négocier parce que le problème, c'est beau la négociation, mais parfois, les avocats... Alors, je ne sais pas si c'est les avocats, mais en tout cas, les salariés attendent une compensation financière extrêmement importante. Et que l'entreprise ne veut pas toujours accorder, soit par principe, soit par finance. Et donc, c'est ça, en fait. Le problème, c'est toujours... de procédure... C'est intéressant. Alors après, c'est les délais, ça ne veut pas dire qu'on paye autant. Ça met du temps, ça ne veut pas dire que c'est des honoraires non plus pendant 10 ans excessifs, mais rien que psychologiquement. La phase de deuil est très compliquée en réalité. Puis c'est pas l'argent. Pour moi, c'est ça, et c'est l'avantage de la médiation. Enfin, je reviens là-dessus, je suis désolé, mais la médiation, c'est qu'on va aller chercher les vraies blessures, et on va aller chercher, on va essayer de trouver en coopération la bonne réparation, qui n'est pas toujours financière. Si on a des blocages financiers, c'est que ce n'est pas vraiment ça le problème. Si c'est je veux 150, je suis d'accord pour t'en donner 100, et qu'on part sur 10 ans de procédure sur 50, l'enjeu il est ailleurs. C'est qu'il a été blessé ou qu'il attend quelque chose. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus. Et Alexandra aussi. Alors non seulement je suis d'accord, qui plus est, je suis aussi médiateur judiciaire auprès de la Cour d'appel de Douai. Quand les dossiers me sont envoyés, c'est au niveau de l'appel. Et en fait, les gens disent, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Bon, éventuellement, on va le tenter, mais ils sont dubitatifs. Alors qu'on peut, je pense, quand même essayer de faire quelque chose, même en appel. La difficulté, c'est que parfois, dans l'entreprise, les interlocuteurs ont changé. Et si on est lié à une relation, si le sujet est plutôt lié à une relation, à une blessure, etc., là, c'est un peu plus difficile en médiation. En revanche, oui, je suis convaincu de ce que tu dis. C'est, dans 95% des cas, c'est une relation entre deux personnes qui est complexe, qui peut en avoir abîmé un. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure sur les obligations, les managers sont parfois pas ou peu formés sur... Avant même les sujets liés au burn-out, juste, c'est quoi le management en réalité ? C'est ça. C'est terrible. Et puis en France, alors c'est de moins en moins le cas, mais c'est encore assez présent. Très souvent, l'entreprise va nommer l'expert. Oui. Voilà. Et l'expert, il est peut-être très bon en expertise technique, mais en management, c'est pas dans ses gènes en réalité. Il va se retrouver... C'est dans les gènes de personnes de réussir à manager, accompagner, piloter des équipes humaines. C'est dans les gènes de personnes. C'est de la compétence qui doit s'acquérir par de la formation. Entre autres, en effet, par de la formation. Et en fait, c'est des relations qui s'abîment parfois parce que le manager lui-même, il est en difficulté. Le collaborateur, entre guillemets, paye la difficulté du manager et c'est là que les relations, elles s'abîment. Mais en réalité, il n'y a personne qui veut être nocif dans l'histoire. Il y a peu de gens toxiques. Moi, je pense qu'il y a très peu de gens toxiques. En revanche,
les relations s'abîment, ce qui font qu'il peut y avoir un sentiment de harcèlement ou de relation toxique. Et alors, la médiation n'est pas adaptée quand il y a harcèlement au sens juridique du terme, mais très souvent, ce qui est mis en avant comme étant du harcèlement, ça n'en est pas au sens juridique, pour autant c'est vécu comme tel par la personne. Et si c'est vécu comme tel, ça doit être accompagné comme tel. Et notamment, vous devez être habitué à tout ce qui est enquête interne, enquête externe. Quand une enquête aboutit sur il n'y a pas harcèlement, on fait quoi derrière? Ils retournent en réunion tous les deux comme si de rien n'était. Mais c'est juste impossible. Et c'est peut-être là où justement l'entreprise peut aussi avoir des actions pour accompagner. Et la médiation est un très bon moyen, par exemple. Oui, tout à fait. Quand le mal est déjà là, donc en plus en prévention secondaire, alors qu'on en revient encore à ça, à la racine. Enfin, si le manager n'avait... La difficulté du manager vient d'une organisation, j'imagine, où il y a une défaillance. Mais c'est vrai que ce sujet-là est hyper complexe. C'est pas mon domaine, là, pour le coup. Mais... Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, Jean, à déjà, dans un premier temps, la médiation, et en plus de ça, développer ton entreprise d'un point de vue aussi personnel sur l'entrepreneuriat, sur tout ça. Ça peut être hyper intéressant que tu nous dises aussi ce qui s'est passé entre-temps, entre les premières phases, on va dire, de ton burn-out jusqu'à aujourd'hui, le fait que tu sois devenu médiateur. Alors déjà, quand je suis devenu manager, je pense que j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on est un jeune manager. Et ça, rien que ça, déjà, en réalité, ça aide derrière à accompagner les gens parce qu'en fait, on se voit quelques années en avant avec la meilleure volonté du monde et on se lève le matin en disant « Merde, qu'est-ce que j'ai encore fait à mon collaborateur ?» Mais c'est vrai que la prise de conscience, ça joue déjà un peu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai accompagné pas mal de sujets de gens en souffrance. Ça m'arrivait d'aller prendre des cafés avec des gens qui étaient en arrêt maladie à l'extérieur de l'entreprise pour discuter, essayer de comprendre de quoi ils ont besoin, est-ce qu'on peut les réintégrer sur d'autres sujets ou est-ce qu'on commence à discuter d'un départ, etc. Et ça m'animait. 2, je pense que j'étais bon là-dedans. Et dans tous ces sujets-là, j'ai eu peu de prud'homme. Voilà. Et ça, pour moi, c'est aussi un indicateur important. J'ai été aussi invité à des pots de départ de gens que j'ai accompagnés à partir. C'est plutôt une certaine forme de reconnaissance aussi. Quand j'ai quitté ma structure, en bons termes, pour tout vous dire, j'ai négocié mon départ autour d'une bouteille de rosé, donc c'était plutôt agréable. À ce moment-là, pour moi, c'était inenvisageable d'être entrepreneur, qui plus est en plus avec une famille, 3 enfants, etc. J'ai été chercher du feedback. En tant que manager, la culture du feedback, elle est essentielle, elle n'est pas toujours faite. Et plus on crée une relation du feedback, plus c'est facile d'accepter que l'un ou l'autre fasse de la remontée. Moi, mes équipes, parfois, m'ont profondément vexé dans des feedbacks qu'ils m'ont fait. Oui. Mais en réalité, ils avaient raison. Oui. Alors, j'ai fait la gueule 2 jours parce que j'étais le chef. Mais dans les faits, après, il fallait que j'évolue. Et cette culture-là, elle est géniale. Donc, j'ai été chercher du feedback après avoir quitté mon entreprise avec des anciens partenaires, des anciens clients, des anciens managers. C'est courageux de faire ça aussi, parce que tu sais qu'éventuellement, tu vas te confronter à des réponses qui vont pas te plaire. Oui. Quand tu es déjà dans un psychologiquement un peu atteint par tout ce qui t'est arrivé, etc., c'est courageux, je trouve, d'aller encore plus chercher éventuellement des trucs qui vont pas forcément te plaire. Puis c'est généralement quand ça fait mal que c'est pertinent. Ouais, c'est compliqué, c'est un jeu. Oui, alors en fait, quand on se met à nu, c'est-à-dire quand on accepte sa situation et on en parle, les gens se mettent à nu. Et ça peut être des gros directeurs, ça peut être des petits entrepreneurs, ça peut être péjoratif, mais voilà, avec une petite structure. Et en fait, on se rend compte que souvent, les gens ont aussi une histoire de vie, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil, ça peut être un licenciement. Et donc, le feedback qu'on peut avoir, il est bienveillant. Bienveillant au sens premier du terme. C'est-à-dire que pour moi, malheureusement, la bienveillance en entreprise, souvent, elle est mise en avant comme une valeur, mais en réalité, c'est de la complaisance. Et là, la complaisance en management fait du dégât. Parce que le jour où on doit un peu changer de posture parce que ça va pas, mais la personne, elle ne comprend pas. Et elle a raison de ne pas comprendre, puisque ce n'est pas la culture que le manager a mis en place. Et ces feedbacks que j'ai pu avoir m'ont emmené à commencer à me former à la médiation. Okay. Aucune idée de ce qui allait se passer derrière. Et je pense qu'à la fin du premier cours, je savais que je voulais en faire mon métier. Ouais. Voilà. Parce que, alors, je partage un peu moins ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense quand même qu'il y a des gens qui ont un tempérament pour manager, pas au sens management, mais vous mettez un peu de bon sens. Ce que mon ancien DG appelait du GBS, du gros bon sens. Une capacité d'écoute, une capacité d'assertivité, de l'empathie sans prendre les singes sur l'épaule des autres.
vous mettez tout ça dans un checker et vous pouvez être un très bon manager, un bon médiateur, un bon coach. Ouais, comme tu disais, en fait, le danger, c'est plutôt de basculer de l'empathie vers la complaisance ou justement du fait de devoir driver ses équipes par être entièrement dans le contrôle. En fait, ce qu'il faut, c'est réussir à doser à chaque fois. Et ça, je pense que ça, dans le sens où ça s'accompagne et où ça se remesure à plusieurs moments de la carrière, où la formation elle doit être continue, en fait. Yes, et ce qui manque parfois, c'est le courage managériel. Ouais. Bien sûr. Ça pourrait être tout un podcast aussi. C'est une très bonne idée de faire ça la Allez, prochaine fois avec des managers. Mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là. C'est flippant. On se lance. Ouais. C'est déroutant. On a plein de conseils de plein de gens hyper sincères, mais on se rend compte qu'ils sont contradictoires. Donc, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Donc, là aussi, en créant ma boîte, j'ai fait des erreurs. J'en ai encore fait une belle ce matin. Puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et ce qui est assez incroyable que je constate, et comme vous avez vos cabinets aussi, peut-être que vous le constatez, quand on va chercher de l'aide auprès de tous les gens qu'on peut connaître, ceux qui vous aident le plus, c'est ceux qui ont monté une boîte ou ceux qui ont encore leur boîte, parce qu'ils savent ce que c'est la solitude du dirigeant, la solitude de la trésorerie qui est pas là. Et en c'est fait, vrai qu'on est tous dans le même cas là, autour de cette table sur ces sujets-là, on se comprend et en fait, bien, c'est génial. Et parfois, j'ai des gens extra avec des belles amitiés qui sont salariés. Et en fait, ils me disent ouais super, je note ce que tu fais. Ils m'appelleront jamais pour ça et je leur en veux absolument pas. Mais voilà, l'entraide entre entrepreneurs ou autres, elle est géniale. Merci Jean. Je pense que ça va être l'heure de clôturer ce podcast-là, mais je m'étais dit que pour terminer, ce serait peut-être sympa que chacun, s'il a une idée clé vraiment à faire retenir à ceux qui vont nous écouter sur ce sujet du burn-out, peut-être faire un petit tour de table de fin pour dire quelle clé, quelle idée vous avez envie que les gens retiennent de tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. C'est pas une fatalité. Je pense que le burn-out, il faut le prendre comme une expérience. Il faut essayer de comprendre, pas se braquer. J'ai envie de dire, essayer de se faire accompagner au mieux et avec la bonne personne. Évitez peut-être de vous enfermer dans le burn-out quand vous êtes dans cette situation. Et surtout, et c'est un peu ce que tu disais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, essayez de lire les signaux. Écoutez-vous quand votre corps s'exprime, quand votre entourage vous dit attention là, ça va pas, forcez pas, quoi. Enfin bref, après j'ai pas d'autre. Tu m'as piqué mon idée, parce que moi je voulais dire écouter sa femme. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Je voulais juste dire écouter sa femme. Et ça, il y a un autre podcast à faire là-dessus, je pense aussi. Écoute Jean, on invitera ton épouse pour le prochain podcast. Après, ça pourrait être intéressant de faire un témoignage des proches de ceux qui ont vécu un burn-out. C'est une excellente transition parce qu'ils sont démunis. Ah ouais. Ils sont démunis. Moi, je me souviens très bien, quand ça m'est arrivé, ma femme m'a dit « Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Je ne compte pas sur toi. » Voilà, je trace, je fonce, je suis autonome, je compte pas sur toi. Et plusieurs fois, vous avez une structure à Lille qui existe dans plusieurs endroits en France qui s'appelle Psypro, qui est vraiment dédiée aux maladies mentales liées au travail. C'est canon. Ils ont un succès fou qui a des listes d'attente, malheureusement. Et justement, ils m'ont proposé plusieurs fois de faire venir mon épouse pour lui expliquer quoi faire, comment faire, etc. Et c'est vrai qu'on oublie souvent le conjoint. Alors c'est pas forcément le conjoint, ça peut être le frère, parents, etc. Mais je pense que c'est important aussi de faire attention à eux. Parce qu'une fois que le burn-out on commence à sortir la tête de l'eau, etc., je pense que c'est le moment où ça peut divorcer. Ça peut être très compliqué parce que voilà, maintenant j'ai tout fait pour toi, c'est à mon tour. Et à mon tour, parfois, c'est tu me fatigues. Voilà. Moi, je suis parti 2 mois de la maison. C'était important pour moi, pour me remettre, mais je pense que c'était aussi important pour le couple et pour les enfants. Voilà, je sais pas si j'ai donné un vrai conseil, mais bon, bref. Si, c'est un vrai conseil. Franchement, c'est vrai que c'est important à prendre en compte là-dedans. Ouais. Et toi, Alexandra ? Moi, je répéterai ce que j'ai déjà dit parce que, encore pour être obsédée par ce sujet, c'est vraiment mettre la prévention dans la stratégie de l'entreprise pour être certain de bien l'implémenter et puis que ça se voit vraiment à tous les niveaux. Parce que pour moi, c'est la seule manière de couvrir un max.
Donc après, c'est pas mon métier, c'est plutôt le tien. Mais en tout cas, voilà mon c'est pour conseil. ça évidemment que évidemment on se rejoint là-dessus. Vraiment penser à la prévention parce que ça n'apporte que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient à faire de la prévention en fait, et ça devrait pas être un sujet ni organisationnel ni financier, parce que quoi qu'il arrive, ça coûtera toujours moins cher que de rentrer dans une procédure derrière ou peu importe, mais il y a plein de leviers qui sont possibles. Il y a la formation, il y a l'accompagnement, il y a les ateliers qu'on peut proposer aussi aux collaborateurs, la formation manager. Il y a une grande partie de tout ça qui peut être pris en charge par les OPCO, en tout cas pour certaines entreprises. Il ne faut pas dépasser un certain nombre de salariés, mais même pour les gros groupes, il y a des dispositifs qui existent. Il y a le PCRH aussi. Je ne sais pas si tu veux peut-être dire un petit mot aussi sur le PCRH. On mettra tout ça en info, en description aussi, encore une fois, de l'épisode, mais peut-être clôturer là-dessus avec les OPCO, le PCRH qui existe aussi rapidement là-dessus. Ouais, rapidement. Alors déjà, il y a aussi les sauveteurs secouristes en santé mentale qui se développent pas mal dans les entreprises et ça c'est chouette. Et après, le PCRH, c'est un dispositif dont j'ai oublié ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. On mettra dans le Ma phrase n'était pas française, mais c'est pas grave non plus. Et les OPCO peuvent financer en grande partie des accompagnements pour les entreprises de moins de 250 salariés avec quelqu'un qui a une compétence RH qui vient dans l'entreprise, et ça peut être des sujets de marque employeur, de recrutement, de bien-être au travail. Et les missions que je fais, moi, sur ces sujets-là, c'est de la qualité de vie au travail, c'est des RPS, donc des risques psychologiques, psychosociaux. Heureusement que vous êtes là, les avocats. Voilà, et ça, c'est passionnant, et les entreprises ne le savent pas assez. Parce que c'est forcément des sujets de trésor aussi. Et là, en fait, c'est pris entre 50 et 90% en charge par les OPCO. Et on est très gâtés en France, encore une fois, d'avoir ce genre de choses. Et on peut très bien travailler. Et moi, je travaille sur des sujets d'enquête interne, mais pas dans le sens du harcèlement. Mais comment vont les gens, de quoi ils ont besoin. Et c'est canon. Parce souvent, les gens ont des bonnes idées en réalité. Il suffit de les écouter. Il faut faire venir les idées du terrain. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange aujourd'hui. On espère, pour ceux qui nous écoutent, que ça vous a plu, que le podcast vous a parlé, que ça a pu vous donner les clés, que vous soyez collaborateurs ou employeurs qui vivent actuellement des situations complexes apparentées ou qui sont du burn-out en tout cas. Si ce podcast vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner du coup à notre chaîne et à déposer les 5 étoiles aussi sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie, ça nous aide beaucoup. Il faut mettre des pouces aussi, non ? Ouais, vous pouvez mettre des pouces, merci des beaucoup petits pour l'invitation, Clara. Merci beaucoup. Merci.